Bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. J'espère que vous passez de bons moments en train de préparer les examens et j'espère que ça avance pour vous aider. Je suis là comme d'habitude. Ce soir, je veux vous partager encore quelques flashcards. Vous savez, ces fameuses petites notes que je fais pour réviser assez rapidement pendant qu'il y a un peu de stress ou pendant qu'il y a un peu de temps, même maintenant, pendant que vous rentrez à la maison, que vous sortez du travail, que vous voulez jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, vous avez vos petites notes, vous les sortez, vous révisez. Et aujourd'hui, je vous ai sélectionné 5 petites questions de médecine générale. Alors, on va aller tout de suite avec l'hémogramme. Comment faites-vous pour mettre en évidence une fausse thrombopénie par hyperagrégabilité? Donc, à titre d'exemple, vous êtes aux urgences et vous avez fait un hémogramme à un patient et vous recevez les résultats, vous avez une thrombopénie à 15 000 et vous n'êtes pas très sûr du résultat parce que cliniquement, le patient il saigne pas du tout, il a absolument aucun syndrome hémorragique. Et voilà, vous doutez du résultat, comment faites-vous pour confirmer? Alors, il faut refaire le prélèvement sur un tube citraté avec un frottis. Le tube citraté permettra donc d'éviter la coagulabilité des plaquettes. Et puis, le frottis va justement essayer de visualiser la forme des plaquettes. Est-ce qu'ils sont des grandes tailles? Est-ce qu'ils sont agrégés entre eux, entre elles et ainsi de suite. Deuxième question, quel est l'objectif tensionnel chez un patient de 80 ans? 80 ans, vous traitez un patient en consultation. Vous êtes donc dans votre cabinet, vous suivez un patient de 80 ans pour une hypertension artérielle et vous mettez en traitement. Quels sont vos objectifs tensionnels? Donc, chez un sujet âgé, l'objectif tensionnel, c'est d'avoir une pression artérielle inférieure à 150 sur 90 mm de mercure, alors que dans la population générale, vous savez qu'elle doit être inférieure à 140 sur 90, notamment entre 130 et 139 sur 90 mm de mercure. Voilà les amis, troisième question. Alors là, c'est quel médicament antihypertenseur peut être responsable d'une hypokaliémie? Donc, quel est soit au singulier ou au pluriel? Voilà, généralement, il pose la question en mettant entre parenthèses un S pour t'indiquer, en fait, pour pas te donner des orientations sur le nombre d'éléments de réponse que tu peux évoquer. Donc, voilà, là, c'est à toi d'être sûr qu'il y a un seul élément ou il y en a plusieurs. Et là, effectivement, il n'y a qu'un seul élément, ce sont les diurétiques thiazidiques qui sont responsables d'hypokaliémie. Quatrième question, comment confirmez-vous le diagnostic d'une hypertension artérielle? Par définition, l'hypertension artérielle correspond donc à une élévation des chiffres tensionnels au-dessus de 140 sur 90 mm de mercure à plusieurs reprises, que ce soit en consultation et ou à domicile. Comment confirmer le diagnostic? Eh bien, en consultation, il faut donc que les chiffres tensionnels, comme on a dit, soient supérieurs à 140 sur 90 mm de mercure, mais il faut prendre la pression artérielle, on a dit à plusieurs reprises, dans les bonnes conditions, c'est-à-dire le patient reste en position assise après un repos de 5 minutes, on mesure la pression artérielle au niveau des deux bras et avec un brassard adapté, tout en sachant qu'on va considérer les chiffres tensionnels qui sont les plus élevés. Voilà. Et la deuxième méthode, c'est de faire une MAPAS, la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Là, on considérera que le diagnostic est positif lorsqu'on prend une MAPA sur 24 heures avec une pression artérielle supérieure à 130 sur 80 mm de mercure. Les chiffres de la MAPA, les chiffres diurnes, une pression artérielle supérieure à 135 sur 85 mm de mercure. Puis les chiffres nocturnes, une pression artérielle supérieure ou égale à 120 sur 70 mm de mercure. Là, on pose le diagnostic.
Troisième méthode, on fait une automesure à domicile où on confie donc au patient un appareil qui doit donc mesurer une pression artérielle qui doit être supérieure à 135 sur 85 mm de mercure. Et là aussi, les conditions de prise ou de mesure de la pression artérielle doivent être rigoureuses, notamment en position assise après 5 minutes de repos, mesurée au bras et non au poignet. Et le patient fait 3 mesures le matin, 3 mesures le soir et ce pendant 3 jours. La quatrième méthode, enfin pas quatrième méthode, mais quatrième situation où on confirme le diagnostic d'hypertension artérielle lorsque vous avez une pression artérielle supérieure à 180 sur 110 mm de mercure. Même si c'est une seule prise, on confirme le diagnostic et bien évidemment la pression artérielle mesurée dans les bonnes conditions. Voilà les amis. Et dernière question, quelles sont les complications du diabète sucré chez la personne âgée? Donc, ce sont les mêmes complications que chez le sujet jeune. En particulier, on va ajouter donc les syndromes gériatriques. Alors, première complication, on a dit les syndromes gériatriques. Il s'agit donc des troubles neurocognitifs, il s'agit des chutes, il s'agit de la dénutrition, de l'incontinence urinaire et de la dépendance. Et ensuite, vous avez les complications notamment au niveau des macro-angiopathies, notamment l'AOMI, l'artériopathie oblitéron des membres inférieurs, les syndromes coronariens, les AVC. Troisième complication, il s'agit des neuropathies diabétiques. Et dans les neuropathies diabétiques, nous en avons de deux types en particulier. Lorsque la neuropathie diabétique atteint les nerfs plutôt sensitivo-moteurs, donc ça va être notamment au niveau des polynévrites symétriques distales ou de la mononévrite. Ensuite, vous avez l'atteinte des nerfs autonomes qui peuvent être au niveau cardiaque, donc ça va faire une inadaptation du pouls. Généralement, lorsqu'on est en situation de stress ou en exercice physique, le pouls s'accélère. Et dans ce cas de neuropathie diabétique autonome au niveau cardiaque, il y aura donc une dissociation, même en condition de stress ou d'activité physique. Le pouls reste normal chez ce patient. Ça peut être une atteinte au niveau des nerfs autonomes, justement gastro-intestinales. Ça va donc se manifester par des gastroparésies, une incontinence fécale, une altération, diarrhée, constipation. Et généralement, c'est des patients, vous voyez en consultation, il est diabétique depuis plusieurs années. Il a une sensation de satiété, il mange un tout petit peu, il a l'impression d'être rempli, il ne veut plus manger. Donc voilà, ça peut être une gastroparésie. Ou encore des incontinences fécales. J'en ai déjà vu des patients diabétiques en tout cas, un mot de découverte du diabète, un patient qui est venu aux urgences pour une diarrhée, vraiment des selles qui ne s'arrêtaient pas du tout. Ça traînait pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et finalement c'était un diabète qui n'était pas équilibré. Bon, enfin, c'était un diabète découvert. Au niveau génito-urinaire, ça peut donner donc des vessies neurogènes. C'est des patients qui ont parfois aussi des incontinences urinaires ou des rétentions aiguës d'urine parce que voilà, les nerfs ne fonctionnent plus très bien à ce niveau, ou avoir des mictions par regorgement ou des troubles érectiles, surtout chez l'homme. Et enfin, les micro-angiopathies, donc la rétinopathie diabétique, la néphropathie diabétique et le pied diabétique ou encore le mal plantaire perforant. Voilà les amis, quelques questions qui reviennent d'ailleurs si souvent, donc si vous avez le temps de bien les réviser, ça c'est vraiment à retenir par cœur pour l'examen. Le jour J, vous les sortez comme ça et c'est parti. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir suivi, à la prochaine et bon courage pour la révision.